La diplomatie, c'est fondamentalement l'art du langage, puisque notre instrument de travail, c'est la parole. C'est par le dialogue. Je veux dire, la diplomatie a pour but de prévenir les conflits. That the natural state of humanity is chaos, and without leaders and order, we are nothing but helpless sheep, incapable of doing anything on our own. Pour faire simple, on peut dire que LinkedIn, c'est Facebook en version pro, dans le sens où c'est un réseau social à visée professionnelle, alors qu'avec Facebook, on est au départ plutôt sur l'idée d'un réseau social personnel. LinkedIn affirme avoir 433 millions de membres dans le monde entier. Pour la prononciation, c'est donc LinkedIn, et ça s'écrit L-I-N-K-E-D-I-N. Link en anglais, ça veut dire lié, donc ce sont des professionnels reliés entre eux. Bienvenue dans le podcast Scribe Nomade, l'émission dédiée à la découverte des étudiants et anciens étudiants au parcours excellent partout dans le monde. Chaque mois, venez découvrir les success stories, les expériences, les astuces, les bons plans de ces femmes et hommes qui ont quitté leur famille à la recherche d'une éducation de pointe. Bonsoir à tous ou bonjour, en fonction du moment de la journée où vous m'écoutez. Bienvenue dans le podcast Scribe Nomade, c'est le 6e épisode. Aujourd'hui, nous sommes avec Isaac, un jeune Ivoirien très inspirant que nous allons découvrir tous ensemble. Moi, je m'appelle Saïd Bouhari, je suis étudiant en sciences de l'environnement, spécialité eau à l'Université de Genève. Et je suis très ravi de revenir encore avec vous aujourd'hui. Donc, Isaac, présente-toi brièvement en 60 secondes. Bonjour Saïd, c'est un honneur pour moi de participer à ce podcast. Donc, alors, je suis Touré Nielnan Isaac Emmanuel, étudiant ivoirien, diplômé d'un bachelor en sciences politiques et communication à l'Université d'Ottawa. Présentement inscrit en master en études africaines à l'Université de Genève, ici même, et également acteur dans le domaine de l'éducation et acteur contre les inégalités sociales. Super, ça c'est très rapide. Bah oui. Ok, du coup, Ivoirien, tu as commencé, disons, ta vie à Marcory, si on peut dire. Et quel a été ton parcours jusqu'à ici à Genève en passant par Ottawa? Ok. Tu as eu ton bachelor. Alors, donc, comme tu l'as dit, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai toujours été dans la commune de Marcory. Après l'obtention de mon baccalauréat, je suis allé au Ghana pour apprendre l'anglais, enfin, les basiques. Et juste après ça, c'était un moment pour moi de réfléchir bien sur la filière ou la carrière que je voulais abourer juste après l'obtention de ce bachelor, enfin de ce baccalauréat, pardon. Mhm. Et donc juste après, je me suis envolé pour le Canada où j'ai passé 3 ans. J'ai pu obtenir mon diplôme et par la suite, je suis arrivé ici à Genève en Suisse. Ok. Donc, au Canada, à Ottawa, en tout cas, c'est 3 ans pour le bachelor. C'est 4 ans, mais j'ai réussi à le faire en 3 ans. Bravo. Ouais, je savais pas ça. Ah, mais voilà. Bon, en fait, petite, comment dirais-je, précision. L'Université d'Ottawa, en tout cas, la partie anglophone du Canada, les bachelors se font là-bas en 4 ans, normalement. Okay. Et les parties francophones du Canada, comme le Québec, les bachelors se font en 3 ans. D'accord. Mais du fait que j'étais dans la partie anglophone, normalement, le bachelor il est en 4 ans, mais j'ai pu le faire en 3 ans quand même. Alors, dis-moi, pourquoi tu as choisi Ottawa et pas le Québec? Parce que je sais que beaucoup d'étudiants africains, francophones spécialement, vont plutôt au Québec. Pourquoi tu as choisi Ottawa plutôt? Je dirais déjà, c'est par rapport à la langue anglaise qui est assez pratiquée à Ottawa. Donc, Ottawa, c'est la capitale fédérale du Canada, donc elle est de base bilingue. Donc, ça allait être un plus pour moi d'être dans un environnement où je pourrais pratiquer l'anglais, le petit anglais que j'ai eu à apprendre au Ghana. Donc, c'était juste pour me mettre dans le bain, histoire de. Voilà, quoi. Bah, ça t'a servi, j'imagine, parce que l'anglais, c'est une langue internationale et forcément, tu as plus d'avantages, je trouve, que les personnes qui ont étudié dans le monde francophone. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Avantage, je dirais pas.
faudrait pas stigmatiser les personnes qui étudient seulement qu'en français. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Mais comment dirais-je, je pourrais quand même dire que c'était un avantage sur le fait que j'ai beaucoup appris, en fait. Côté anglais, j'ai pu développer des skills en anglais que, par exemple, si j'étais dans un pays francophone, j'aurais pas pu. Voilà. Ok. Super. Et quand tu es arrivé au Canada, quels sont les challenges auxquels tu as été confronté? Parce que c'est tout un autre environnement que le Ghana et la Côte d'Ivoire. Bah, le premier challenge, ça a été le froid, donc le climat, bien J'ai pensé à ça évidemment. premièrement, forcément. Donc, le climat, mais finalement, on s'adapte très vite. Ah oui, à ce point? On s'adapte très vite. Parce que c'est moins, combien, en hiver? Bah, ça dépend, ça varie de la région dans laquelle on se trouve. Ça peut descendre jusqu'à moins 40 dans les périodes les plus froides. Mais en général, ça va. Quand t'es bien équipé, Ouais. tu ressens pas. D'accord, Ouais. ok. Et à part ça, il y a eu aussi la solitude parce que c'était la première fois que j'ai quitté le cocon familial pour une longue période. Et je suis allé dans un environnement où je connaissais personne. Donc, ça a été quand même assez difficile de m'intégrer dans la ville en elle-même. Mais une fois que j'ai réussi à prendre mes repères, tout est vite allé. Ok. Comment tu as vraiment réussi de façon pratique à t'intégrer? Est-ce que tu as eu des amis? Tu fais partie d'associations? C'était quoi tes... Alors effectivement, j'ai pu m'intégrer finalement au bout de, je sais pas, je dirais deux mois après mon arrivée. Je suis une personne qui, à l'apparence, a l'air assez calme, timide, réservée, mais je suis une boule d'énergie. Enfin, je dis pas que j'emmerde tout le monde à chaque fois, non, pas du tout. Mais je vais dire que je sais aller vers les gens. Je suis assez réceptif comme personne. Donc, quand on vient me parler, je suis assez réceptif. Je me mets pas de frein, je parle à tout le monde. Donc, ça a facilité l'intégration. J'essayais d'apprendre beaucoup plus sur la culture canadienne en elle-même. Et puis, bon, voilà. C'était ça aussi. Au niveau associatif, quand je suis arrivé, je me suis lancé un challenge qui était celui de créer l'association des étudiants ivoiriens de l'Université d'Ottawa, vu qu'elle n'existait pas quand je suis arrivé. Okay. Et vu l'affluence d'étudiants ivoiriens qu'il y avait dans cette université, je me suis dit qu'il fallait quand même avoir une bonne représentation de la communauté ivoirienne. Forcément. Et vu qu'il n'y avait pas de bureau assez représentatif, je me suis dit, vas-y, je la crée. Et puis, j'essaie de fédérer tous les Ivoiriens et toutes les personnes amoureuses de la Côte d'Ivoire. Ok, waouh, félicitations. Merci. Et qu'est-ce que vous avez fait comme activité dans cette association? Alors, dans cette association, nous avons premièrement essayé de promouvoir la culture ivoirienne, essayer de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, donc les Ivoiriens qui venaient d'arriver et qui, comme moi au début, n'avaient pas de repères. On essayait aussi, donc, cette intégration au niveau social, mais aussi au niveau académique. Donc, au niveau social, c'est-à-dire les démarches qu'il faut faire dès son arrivée pour pour éviter tout préjudice administratif avec la police ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, être dans les normes. Ouais. Et puis, au niveau universitaire, je dirais faciliter les étudiants en ce qui concerne le choix des cours à prendre, vers quel département se tourner pour effectuer telle chose. Voilà, quoi. Bah, de l'aide aux étudiants. C'est ça. Tout le principe d'une association. Et du coaching aussi. Ouais. Ok, et du coaching aussi. C'est ça. Parfait. Ça me rappelle l'Algérie. On a aussi, parce que j'ai étudié en Algérie, on avait cette association aussi. Okay. Très bien organisée qui existait depuis... Alors moi, je suis arrivé en 2015. Je sais qu'elle existe depuis au moins 2006. Okay. Et donc, qui a été transmise de génération en génération. Et c'était très intéressant de voir comment les anciens prenaient soin de nous quand on arrive. Oui. Et on est toujours ensemble, on organise des fêtes, il y a du coaching, etc. Du coup, en fait, la question que j'avais, c'est concernant le monde associatif. On a déjà abordé. Mais j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi l'intérêt pour un étudiant d'avoir de l'expérience associative? Alors, l'expérience associative, franchement, il y a beaucoup d'avantages au travers d'une intégration ou d'une expérience associative. Premièrement, il y a le volontariat. Donc, le fait d'être bénévole pour une association, on y gagne beaucoup qu'on en perd. Il y en a qui vont se dire que intégrer une association, on n'a pas, il y a aucun gain là-dedans. Mais au contraire, c'est là même la chose la plus importante. C'est à ce moment-là où tu pourras mettre
en exerces tes compétences. Par exemple, tu pourras aider cette association au niveau de la communication, au niveau administratif. Tu pourras te vendre toi-même et être toi-même sans être jugé, parce que dans tous les cas, tu sais pas noter. Donc, tu pourras apprendre de tes erreurs de ce fait-là. Et puis, bon, voilà. Ça dépend aussi du type d'association, hein. Mais en général, les associations estudiantines ou des associations, des organisations non gouvernementales, des ONG, les intégrer, on bénéficie plus qu'on en perd. Ok. Je pourrais donner l'exemple d'une amie, parce qu'on a eu une discussion à peine hier. Ok. Elle me disait qu'elle a été acceptée à un master en journalisme à Neuchâtel. Et en fait, pour intégrer ce master, il faut faire un article en une journée ou 2 jours, je me souviens. Ouais, c'est 2 jours, 2 jours. Et parce qu'elle était la responsable du pôle rédaction de notre association, elle s'est entraînée, mais du coup, 1000 fois avant cette candidature. Et il y a plein d'exemples qu'on peut donner des avantages, en fait, d'être dans des associations. Et on encourage tout le monde vraiment à intégrer ce genre d'association. Franchement. Alors après le monde associatif, il y a le monde professionnel qui est parfois lié. Je pourrais donner aussi l'exemple d'une autre amie qui a eu un stage dans une entreprise de joaillerie très, très luxueuse ici à Genève, juste parce qu'en fait, elle était responsable de la communication et aussi vice-présidente de notre association. Okay. Et ça a été rapide. Enfin, juste comme ça. En fait, il y a tellement d'exemples qu'on ne peut pas tous les couvrir. Donc, voilà, je vais me diriger vers le monde professionnel. J'ai vu que tu as travaillé au ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Dis-nous, que retires-tu de cette expérience dans le monde diplomatique? Alors, donc c'était dans la période en tout cas, c'était en 2019. J'étais en stage d'immersion. Donc, au sein du ministère des Affaires étrangères, j'étais chargé d'études. Donc, j'étais chargé de la rédaction de certains courriers qu'on devrait adresser à des ambassades ou à des ministères ou même à des départements du ministère en elles-mêmes. Il y avait aussi le fait que j'étais chargé de la synthèse des rapports annuels de plusieurs ambassades de la Côte d'Ivoire dans le monde. Donc, notamment, moi, j'ai travaillé sur les synthèses des rapports annuels de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Russie et au Canada. Puis, j'ai aussi été chargé de l'organisation de la Goa. C'est un forum international, en fait, qui se passe chaque 2 ans, il me semble. Et la Côte d'Ivoire a été à l'honneur de recevoir ce forum, et j'ai vraiment été imprégné dans tous les domaines, en fait, étant stagiaire là-bas. J'ai pu voir comment est-ce que ça se passait dans le milieu diplomatique. J'ai pu côtoyer aussi des diplomates aujourd'hui affectés. Donc voilà, j'ai pu... J'imagine que le monde diplomatique, c'est pas comme le monde de la rue, parce que les codes sont différents. Les salutations sont différentes. C'est énormément différent. Le code vestimentaire est différent. C'est énormément différent. Raconte-nous plus en détail. C'est-à-dire, passant même du code vestimentaire à l'aptitude à adopter, au sang-froid à tenir dans toutes les situations. C'est-à-dire, c'est extrêmement minutieux comme détail. Tous les détails sont pris en compte. La rhétorique y est, enfin, c'est beau à voir. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment beau à voir. Alors, petite anecdote, moi, franchement, c'est un domaine qui me passionne énormément, la diplomatie. Toutefois, voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de principes qui encadrent la diplomatie. Donc, tout ce une règle de conduite à tenir, tu vois. Et pour les personnes qui sont assez bouillantes comme moi, les personnes qui sont, comment dirais-je, qui n'aiment pas les injustices, qui sont, des activistes dans le corps et dans l'âme, je pense que le plus grand challenge pour moi, ça sera vraiment d'être face à une situation où je pourrais pas m'exprimer autrement que d'être diplomate. Tu vois ce que je veux dire? Vois, Donc, c'est assez fascinant. Belle inspiration. Merci beaucoup. Je suis très content de savoir que ton stage t'a vraiment inspiré au point où tu veux
faire carrière, on va dire, Oui. dans la diplomatie. Oui, effectivement. Pour toi, ce serait quoi ton plus grand rêve? C'est-à-dire, s'il y avait aucune limitation, si tu pouvais faire, c'est-à-dire si tu pouvais avoir ton vœu maintenant réalisé, ce serait quoi dans le monde diplomatique? Bah, dans le monde diplomatique, bah, c'est d'être moi-même diplomate d'abord. Ok. Pour la Côte d'Ivoire. Bah, pour la Côte d'Ivoire ou pour n'importe quel type d'organisation. Parce que un bon diplomate, Ouais. c'est celui qui peut être diplomate, pas seulement pour son pays, mais pour d'autres causes aussi. Oui. je suis Donc, d'accord. le bon diplomate, c'est celui qui peut être représentant d'un pays ou d'une organisation, que ce soit son pays, que ce soit pour son pays natal, comme pour un autre. Donc, servir les intérêts d'un pays, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est quelque chose aussi qui peut se faire même si on n'est pas natif du pays même. Donc, je peux très bien être diplomate ou représentant d'un pays tel que, par exemple, le Gabon ou je dis n'importe quoi. Ouais. Sans pour autant être gabonais ou sans pour autant être togolais, par exemple. Je suis d'accord. Ouais. C'est ça pour moi un bon diplomate. Bon diplomate. Qui se met pas de limite, en fait. Et ça me fait penser, en fait, à monsieur Gilbert Fosso-Humbo, qui a été ministre du Togo, premier ministre du Togo, Ok. et qui actuellement est alors je sais pas si c'est secrétaire général, président ou chef, en tout cas, de l'Organisation mondiale du travail, ici à Genève. Ici à Genève, Ouais. oui. Du coup, J'ai appris c'est ça. très, très inspirant. Très inspirant, tu vois. Et, bah, en tout cas, longue vie à toi et Merci. à ton projet Bah, merci qu'il se beaucoup. réalise. Merci beaucoup. On parle de Genève. Pourquoi après Ottawa, t'es arrivé à Genève? J'ai décidé de venir à Genève tout simplement parce que d'abord, premièrement, c'est un choix assez stratégique pour la carrière que je veux mener, la diplomatie. Il n'y a pas meilleur endroit que Genève pour pouvoir exercer ou s'imprégner du monde diplomatique. Deuxièmement, parce que l'université de Genève dans laquelle je suis offrait une spécialisation en études africaines qui correspondait assez à ce que je voulais. Raison pour laquelle j'ai quitté le Canada pour la Suisse et je n'y regrette pas du tout. Super. Et quand tu es arrivé, quelles sont les expériences que tu as eues ou je sais pas, des cours qui t'ont conforté dans ton choix que oui, Genève, c'est une très bonne destination? Alors, ça a été premièrement les premières rencontres que je me suis faites ici. C'est vrai que en étant étudiant en bachelor, on est dans une immense salle avec beaucoup de personnes, on est plus de 300, et donc on n'a pas vraiment le temps de pouvoir échanger avec tout le monde. C'est vrai. Alors qu'étant ici en master, on est vraiment un groupe restreint, donc ce qui fait qu'il y a une très bonne cohésion entre les étudiants, et on était tous dans un état d'esprit de fraternité. Donc ça facilitait mon intégration ici. J'ai pas eu de difficultés pour désolé. J'ai pas eu de difficultés en fait pour m'intégrer, donc ça n'a pas été comme si j'arrivais sur un terrain où je connaissais personne. C'est vrai que je venais de rencontrer ces personnes-là, mais ça s'est tellement bien passé et vite passé que j'ai pas senti que j'avais quitté autre part. J'ai eu l'impression que j'ai toujours été ici, en fait. Aussi, la température ici. Forcément, c'est beaucoup moins froid. C'est beaucoup moins froid, ce qui fait que je me sentais personnellement tout le temps en été, comparé à d'autres personnes. Forcément, comparé donc, c'était assez agréable. C'était vraiment agréable. La Suisse offre une très belle végétation qui me rappelle aussi le Canada. Au passage. Et puis voilà, j'ai pas vraiment senti de différence au niveau de l'adaptation. Non, ça s'est très bien passé au contraire. Ok. Tu m'avais déjà raconté ta rencontre, on va dire, ou la rencontre de ton groupe d'étudiants ou d'amis avec l'ambassadeur de la Tanzanie, je pense. Ça te dirait de parler de ça? Oui, bien sûr. Donc, alors, il y avait notre faculté, donc le Global Study Institute, avait organisé une conférence où les étudiants de notre faculté ou de ma filière, en tout cas, étaient invités. Et donc, nous y sommes allés et il y avait une table qui était réservée que pour les membres de notre faculté. Puis, à cause du retard, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas venues à l'heure. Du coup, on devait garder la place pour ces personnes-là. Et au cours de la cérémonie, puisqu'elle avait déjà débuté, il y avait une personnalité dont on ignorait
la profession qui est venu s'asseoir directement à notre place puisqu'il avait une place qui était vide. Donc, il vient s'asseoir et on dit tout simplement au monsieur, ah, vraiment désolé, monsieur, c'est la place du GSI, mais, c'est la place du GSI, désolé, c'est réservé. Est-ce que vous pouvez vous trouver une autre place? Donc, le monsieur, tout gentiment, il dit, oh, désolé, il savait pas que c'était une place attribuée. Donc, il se lève et il cherche une place. Puis, quelques instants après, on entend le maître de cérémonie qui dit, nous avons l'honneur de recevoir monsieur, j'ai oublié son prénom, représentant de la mission permanente de la Tanzanie ou je sais plus quel pays. Donc, nous tous à notre table, on s'est regardé en mode, attends, c'est le monsieur là qu'on a chassé. Si on savait qui il était, on allait lui dire, tonton, faut rester à ta place. Tonton, faut rester à côté de nous. Et dit, c'est-à-dire, avant même qu'il se lève, il allait recevoir le CV de toute la classe. Mais c'était trop drôle. C'est-à-dire qu'ici, tu rencontres des gens, tu peux même pas t'imaginer qui ils sont, en fait. Ouais. Parce que c'est pas écrit sur le front. Exactement. Non plus. Donc, faut vraiment, pas parce qu'on cherche un intérêt derrière, mais c'est de considérer tout le monde. Je dis pas que le fait qu'on ait demandé au monsieur de se déplacer, c'était mal placé de notre part. Non. Ça aurait été une autre personne, on aurait fait la même chose, puisque c'était une table réservée. Exactement. Mais je veux dire, c'est juste pour montrer à quel point on peut rencontrer, en fait, du monde de qualité, si on va dire. Exactement, partout, ici à Genève, en fait, et partout, que ce soit dans le tram, que ce soit dans le train, dans le bus. À l'université, dans la salle de sport, à la micro, à la coop, effectivement. à Fust, voilà. Effectivement. Ouais. J'avoue que c'est une ville assez incroyable. J'ai récemment lu les statistiques. Il y a au moins 199 nationalités à Genève. C'est-à-dire que, en fait, le monde entier est à Genève. C'est ça. Et donc, on peut rencontrer des gens de tout part. Exactement. Avec des professions différentes. Oui. Un ami à moi. Récemment, il y a un ami à moi qui m'a raconté que l'hôtel dans lequel il travaille, c'est là-bas, son Excellence, le président du Kenya, était logé il y a quelques semaines avec sa délégation. Et un soir, il a décidé de sortir seul, sans garde, juste pour, profiter de la ville de Genève. C'est ça. Et ça veut dire que quelqu'un, par hasard, aurait pu rencontrer le président du Kenya, comme ça, au bord du lac, tout à fait. pendant qu'il est en train de boire son jus. Et cette ville est assez incroyable. Oui. Et ouais. Du coup, stratégique, comme tu dis, tu as tout à fait raison. Et peut-être je pourrais parler aussi d'une formation qui s'appelle le BARI. C'est le Bachelor en Relations Internationales que toutes les personnes en Suisse viennent faire ici. Parce que, en gros, en Suisse, si je me trompe pas, il y a une à Genève où on fait les RI. Il y a une autre aussi en Suisse alémanique. Mais c'est celle de Suisse romande qui est la plus prisée. Et les gens viennent du monde entier, mais aussi de toute la Suisse pour faire ce bachelor qui est très, très reconnu. Donc, si vous êtes intéressé par les relations internationales, je vous dis, l'Université de Genève est la meilleure qui peut vous servir parce qu'il y a pas toutes. Il y a la plupart des organisations internationales qui ont des sièges ici. Quasiment tout le temps, il y a des réunions, des bureaux internationaux. Beaucoup de partenariats aussi qui sont faits. Beaucoup de partenariats qui sont faits. Tout le temps, on a des nationalités diverses qui viennent, des rencontres très riches. Donc, franchement, Genève, chapeau. Chapeau. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, chapeau. Nous sommes toujours dans la lancée de l'international, faire carrière à l'international. Et dis-moi, quel serait un conseil que tu pourrais donner, un ou des conseils que tu donnerais à un jeune étudiant en Afrique ou quelque part dans le monde qui nous écoute, qui aimerait faire carrière à l'international? D'accord. Donc, sur la base de mon expérience personnelle, je dirais d'abord à cet étudiant ou à cette étudiante de maximiser avec toutes les rencontres qu'elle pourra se faire dans le pays où elle ira, de privatiser ou du moins de privatiser la qualité plutôt que la quantité, pas pour intérêt économique, mais c'est important de se mettre en fait avec des personnes qui vont nous apporter un plus. Encore une fois, c'est pas sous la base d'intérêt économique que je l'ai dit, mais c'est plus pour l'état d'esprit. Faut toujours se mettre avec des personnes qui partagent les mêmes ambitions, toujours aller aussi vers des personnes qui peuvent nous servir de repères. Puis voilà. Okay. Est-ce que tu donnerais peut-être un conseil par rapport au fait de se tisser un réseau et à quel point c'est important, surtout pour une personne qui veut être à l'international,
mais pour toute personne en général. Ben, j'en venais en fait, parce que le fait de se mettre avec la qualité plutôt que la quantité, c'est de se créer un réseau assez solide. Aujourd'hui, le réseautage ne doit pas être vu comme une chose de péjorative. C'est quelque chose qui est très important. On a là en fait la possibilité de se créer, ou du moins de choisir les partenaires avec qui on veut évoluer en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut privatiser en fait la qualité plutôt que la quantité. Encore une fois, je le répète, et s'entourer de personnes qui partagent les mêmes idées que nous. Donc le réseautage à l'extérieur, c'est une chose à avoir. Faudrait pas peut-être partir faire 3 ans dans un pays pour étudier et quitter sans avoir eu de bons rapports. Enfin, c'est dommage, C'est quoi. dommage. Pour la chance que cette personne aura eu d'aller à l'extérieur, c'est assez dommage. Même si c'est pour un jour que tu y es, c'est pour ça que je dis aussi, c'est de maximiser toutes les rencontres. Ouais. Même si c'est pour un jour que tu y es, il faut vraiment donner le mieux. Enfin, c'est pas comme si c'est un absolu total, mais c'est important. C'est important, histoire de quitter ce pays-là avec beaucoup de richesse. Richesse sur le plan intellectuel, sur le plan expérimental, sur le plan réseautage et tout. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et récemment, on a fait une interview. Je fais partie d'une association, en fait. D'accord. On a fait une interview avec le ministre de la Santé de Djibouti. Et c'était pour le compte de l'association EMS Afrique. Et l'intervieweur, qui est un professeur au Graduate Institute, professeur Eric Degila, en fait, a étudié avec le ministre de Djibouti il y a genre 20 ans ou 30 ans à l'université d'Abomey. Ouais. Okay. Et donc, en fait, ce sont 2 amis qui se connaissent. Oui. Et aujourd'hui, ils se retrouvent pour discuter encore, partager. Et il y a tellement d'exemples du fait que quand on garde de bonnes relations avec des personnes qui sont parfois étrangères, qui peuvent être du même pays, demain, on ne sait pas où est-ce que ça va nous amener, en fait. Effectivement. Et ça fait drôle, souvent quand il parle et il dit « Ah oui, je suis de la même promotion que son Excellence le Président de la France, on a fait l'ENA ensemble. » C'est trop, plein de références comme ça, c'est incroyable en fait. Ouais. Donc franchement, encouragement à toute personne, tout étudiant de garder contact, de réseauter. Oui, c'est important. Participer à, voilà, on a dit ensemble, participer à des conférences où, par exemple, à la fin de cette conférence, on approche les conférenciers. Exact. Il ne faut pas se mettre de limites. Ouais. Faut pas avoir honte, faut pas avoir peur. Il faut aller straight to the point. Si le conférencier était inspiré d'une certaine façon, approche ce conférencier et pose-lui des questions, tout type de questions qui te passent par la tête, tu lui poses et puis voilà. Exactement. Et il y a un monsieur que j'admire beaucoup qui m'a une fois dit, en fait, lui, c'est dimanche, il le passe qu'à réseauter. C'est-à-dire, il prend son numéro, son téléphone. Toutes les personnes qu'il n'a pas contactées depuis très longtemps, il les contacte, il les salue, il voit comment ils vont. Et donc, ça, c'est l'activité qu'il fait les dimanches, en fait, pour garder contact. Et aujourd'hui, ce monsieur, il est très influent. Hein. Ah ben, aujourd'hui, si ce monsieur dit... C'est lui qui a eu la bonne recette. Si aujourd'hui, ce monsieur dit, Isaac est le meilleur, ah, c'est fini, ta vie change. Hein. Ah. Parce que le réseau qu'il y a, en fait... J'imagine même pas. C'est juste fabuleux. Quoi, ouais. Ouais. Donc, franchement, réseautage à tout le monde. Allez-y, allez à fond. Et puis voilà. On a fait globalement le tour de tout ce qui est réseautage, à quel point c'est important. Et je vais passer peut-être à une question plus profonde par rapport à ta personnalité. Quel serait ton rêve pour l'Afrique? Ok. Alors, Saïd, tu connais le dicton Africa United? Oui. D'accord. Alors, tout simplement pour répondre en disant que mon plus grand rêve pour l'Afrique, en fait, ça sera l'unification vraie de l'Afrique. Une Afrique assez panafricaine, une Afrique sans frontières, comme l'a souhaité ses précurseurs tels que Feu Kwame Nkrumah, ouais. Feu Sylvanus Olympio, Lumumba. Voilà, exactement. Toutes ces personnes-là. Donc, c'est ça, en fait, mon plus grand rêve pour l'Afrique.
Ok. Bah, super. Franchement, je pense que on est déjà sur la voie, je pense. Parce que récemment, j'ai vu que dans certains pays d'Afrique de l'Est, il me semble que c'est l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya. Il y a en fait un visa qui permet de pouvoir aller d'un pays à un autre sans avoir de visa. Exactement. Plutôt que d'avoir... Effectivement. Donc, cette région, en fait, ça s'appelle de la régionalisation. Bah, les pays de la CEDEAO aussi ont bien intégré ce type d'accord-là. Et puis, bon, voilà, c'est prometteur, en tout cas. C'est un pas c'est de bons pas, en tout cas. Parce que c'est encore dommage aujourd'hui de voir que des pays qui sont voisins, un individu du pays X doit avoir un visa pour aller dans le pays Y. Malgré qu'ils sont côte à côte. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais attends, c'est vrai ça? C'est incroyable. Donc, je pense que ce type de régionalisation qui a été mis en place en Afrique de l'Est et qui existe depuis maintenant fort longtemps en Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO, bah, c'est quelque chose qu'on espère qui pourra se développer au niveau de tous les pays d'Afrique sans distinction. Et récemment aussi, je crois que c'était en décembre passé, il y a un accord africain qui a été signé, je me souviens plus du nom, qui permettra de pas payer de taxes en fait entre pays africains. Alors je pense qu'il s'agit de la ZLECA, la zone de libre échange. Exactement. Du coup, bah, je pense que ça avance petit à petit. On espère que ça va se concrétiser. Et je crois qu'il y a le projet du passeport africain aussi. Qui malheureusement n'a pas, qui n'est pas encore. Voilà. Mais on espère toujours et... On espère que on espère très bien que ça va pouvoir se faire et permettre aussi, en tout cas, à la future génération, à nos enfants de pouvoir se lever aujourd'hui et dire qu'ils veulent partir visiter la Namibie sans visa, y vivre, travailler comme ils veulent, tout comme des Namibiens pourront venir dans notre pays ou vice versa, quoi. Donc. Exactement. Ok, on tend vers la fin. Déjà. C'était une très très belle discussion en tout cas. Oui, j'avoue. Et j'aime poser cette question parce que en fait j'ai déjà vu une vidéo de l'INA, c'est je crois les archives nationales françaises, où ils posent souvent des questions sur le futur. Qu'est-ce que les gens pensent du futur? Et c'est drôle à quel point les gens de 1979 pensaient que les années 2000 seraient, les années 2010 seraient. Du coup, pour toi, dans 50 ans, le monde sera comment? Saïd, soyons réalistes. Si aujourd'hui le monde est confronté à des problématiques qui existaient déjà, c'est sans doute que ces mêmes problématiques-là existeront encore plus tard, en espérant que ça change. Mais dans 50 ans, j'imagine que ce monde-là, il sera beaucoup plus avancé au niveau technologique, ça c'est sûr. Il y aura peut-être des voitures volantes. Bon, ça, on espère. Mais quoique, je pense que ça existe déjà, si je me trompe pas, d'une certaine façon. C'est-à-dire, on peut aller à Abidjan, prendre un taxi volant et puis aller à Cocody. Sinon, je pense que, on aura, j'espère pas, mais je pense qu'on aura encore un monde avec beaucoup d'inégalités, un monde beaucoup plus capitaliste qu'il est en ce moment. Puis, voilà, quoi. Je n'imagine pas, je suis pas en train de dire que ma perception du monde dans 50 ans, elle est complètement erronée, dévastatrice. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais soyons réalistes, en fait. Si les mêmes problématiques auxquelles les personnes de certaines décennies avant la nôtre ont été confrontées persistent encore aujourd'hui, c'est sûr que plus tard, déjà même là, on parle de problématiques environnementales. On dit que la planète est en train chauffe. Voilà. Donc, dans 60 ans, peut-être que, au lieu de faire chaud, en Côte d'Ivoire, il va neiger, moi, je sais pas. Ça, j'adore. Neiger en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour moi ça, les perspectives du monde dans 50 ans. Ok, ça marche. Quel serait ton mot de fin? Ou tes mots de fin, peut-être? Écoute, Saïd, moi, je veux te dire merci de m'avoir permis de faire ce podcast avec toi. C'est une très bonne rencontre, très belle rencontre aussi. Tu peux raconter comment on s'est rencontrés? Ok, donc avec Saïd m'a contacté, on s'est rencontrés déjà sur LinkedIn.
Il m'a contacté, il m'a écrit, mais vu qu'il était en période d'examen, on pouvait pas se voir dans l'immédiat. Mais une fois que c'est passé, on a eu l'occasion de se voir, on a échangé, on a passé une très belle journée ensemble. Sous des conditions climatiques particulières. Assez pluvieuse. Assez pluvieuses, oui. Mais c'était drôle quand même, Ouais. Saïd, j'avoue. Et aujourd'hui encore, on se retrouve dans les mêmes couleurs. Exactement. Mais voilà, je pense que avant de quitter la Suisse, là, vraiment, tu es vraiment l'une de mes plus belles rencontres aussi. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de, enfin, il y a pas longtemps qu'on s'est connus, mais je te place déjà comme une très belle rencontre parce que je vois déjà le type de personne que tu es et j'épouse vraiment tes idéaux, franchement. Je suis très ravi. Je pourrais dire qu'en fait, quand j'ai vu ton profil sur LinkedIn, alors, déjà, moi, LinkedIn, c'est vraiment un réseau social super intéressant parce que ça permet de créer des liens professionnels Du de bon très, réseautage. très bonne qualité. Oui. Et donc, en fait, le master en études africaines, c'est un master qui m'a intéressé. Mais avant de venir en Suisse, en fait, je savais pas. C'est quand je suis arrivé que j'ai vu que, il y a ce master. Mhm. Donc voilà. Je suis déjà en master en sciences de l'environnement. J'allais pas quitter. J'adore mon master. Donc Mhm. voilà. Et quand j'ai vu que tu étudies dans ce master et que je Mhm. connais plein de potes dans ce master, en fait, j'ai essayé de cliquer sur toi. J'ai vu ton profil. J'ai dit, mais le type là, il vient de Côte d'Ivoire. Il a été au Canada. Et il a une fondation. Et, justement, on va parler de la fondation. Il a une Mhm. fondation. Il a fait plein de choses. Je me suis dit, mais lui, il faut que je le rencontre absolument. C'est comme ça que je t'ai contacté. Mhm. On s'est rencontrés et c'était magnifique. Oui. En fait, maintenant que je me rappelle de ton profil, tu as une fondation. Oui. Parle-nous de ta fondation. Alors, la GT Fondation, c'est Nielnan Touré Fondation, donc Ok. mon nom, mais en initial. C'est une organisation, ou du moins c'est un média aussi, qui est axé sur l'éducation des populations, sur des notions de sciences sociales. Ok. Donc, la cible, ce sont les personnes qui sont majoritairement analphabètes, provenant des pays en voie de développement, vers lesquels on veut essayer de vulgariser l'information. Vulgariser tout ce qui peut paraître assez compliqué à comprendre, tel que par exemple les agissements de l'État. Donc, c'est au travers de plusieurs thématiques qu'on aborde, que ce soit la science politique, le droit, l'administration publique. On essaie en fait de permettre à ces personnes-là d'avoir de plus en plus connaissance de leurs droits, savoir comment l'État il fonctionne, histoire que ces personnes-là ne puissent pas rester dans l'ignorance et avoir un état d'esprit beaucoup plus rationnel afin Ouais. qu'ils puissent faire eux-mêmes leurs propres choix. Ouais. Parce qu'on le sait, en Afrique, moins une population est éduquée et plus c'est facile de les manipuler. C'est vrai. Donc, l'inverse sera que plus la population est éduquée et plus ça sera difficile de les manipuler. Donc, c'est Exactement. tout le but de la GT Fondation Ok. qui est là. Ok. Récemment, en tout cas la dernière fois qu'on avait discuté, tu me parlais du fait que par exemple, on peut expliquer c'est quoi un partenariat privé-public, Mhm. quels sont les avantages pour que la population ne se dise pas, Mhm. on a vendu le pays. Mhm, mhm. Et c'est ce genre de thématique que vous mettez en avant pour pouvoir Effectivement. éduquer la population. D'accord. Et on pourra vous retrouver sur les réseaux sociaux, comment? Oui, alors la GT Fondation, vous pouvez retrouver la GT Fondation au travers des différents médias sociaux tels que Facebook et Instagram, Ok. @GT Fondation. Ok. Nous avons aussi un site internet Mhm. www.gtfondation.org. Ok, super. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Merci beaucoup, Saïd. Et franchement, c'est très inspirant. C'est très inspirant de rencontrer un jeune, très très jeune, mais super jeune, qui a une fondation, qui a fait le tour du monde. Justement, en fait, à chaque fois que je pense à ton profil, ça me rappelle une chose. Je sais que tu as fait quand même pas mal de pays africains. Mhm. Ça dit, tu as voyagé. Et tu pourrais nous dire un peu c'est quoi ces pays que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris lors de tes voyages? Qu'est-ce que ça t'inspire pour l'Afrique? Ou même pour le monde, parce que je crois que c'est un peu partout. Bon, déjà, faut dire que je voyageais, c'était plus pour le plaisir que pour autre chose. Ok. Après, c'est devenu une passion, hein. Mhm. Donc, voyager, c'est toujours plaisant, Ouais. tu vois. Je me suis rendu majoritairement dans des pays africains, Ok. donc notamment le Ghana, le Togo, le Bénin, le Mali, le Burkina, le Oh Sénégal, là là. le Maroc, Ok. le Cameroun, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie. Je pense que j'ai tout cité, sans omettre la Côte d'Ivoire. Forcément, t'es né là-bas. T'as commencé à l'étape bébé. Donc là-bas. voilà, ça m'a permis de voir le niveau de développement des différentes régions d'Afrique, par-ci et par-là.
de côtoyer aussi des cultures auxquelles j'étais pas forcément habitué, de vivre dans des domaines, dans des civilisations différentes de la nôtre, Oui. De la Côte d'Ivoire en tout cas, apprendre les cultures des autres, voilà. Ouais. Et tu me parlais du fait que l'Éthiopie, par exemple, que tu as eu à visiter, est un pays incroyable. Et on n'a pas toujours cette vision de l'Éthiopie. En tout cas, moi, j'en avais pas. Et tu peux nous dire un peu pour l'Éthiopie ce que tu as... Bien sûr. Alors, c'est vrai que plus on est loin géographiquement d'un certain peuple ou d'un pays, on a peut-être... Enfin, plus on est loin d'un certain peuple ou d'une culture ou d'une personne ou d'un pays, plus on n'a aucun intérêt relationnel ou communicationnel, communicatif, avec ce peuple ou bien ce pays. Donc, ce qui fait que des pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ils auront plus d'intérêt à savoir ce qui se passe à côté de leurs voisins, plutôt que de chercher à savoir ce qui se passe, je sais pas moi, en Afrique de l'Est là-bas, tu vois. Et l'Éthiopie parler de l'Éthiopie, ou du moins, c'est pas la première destination en Côte d'Ivoire, par exemple. C'est pas la première destination d'un Ivoirien. Ce qui fait que la majorité, je parle sous expérience, on n'a pas forcément idée de leur mode de vie, du niveau de développement là-bas. Donc, on se dit tout de suite que, non, on est les meilleurs. C'est vrai. Tu vois? Tout le monde se dit qu'il est meilleur dans son pays. Bien sûr qu'il est mieux dans son pays, mais que son pays est mieux ou meilleur que l'autre. Mais une fois que tu voyages et que tu t'en rends compte que, il y avait une bouche pour rien, en fait, dans ton pays, tu t'en rends compte que, c'est vrai qu'ils sont loin de nous, mais quand même, ils travaillent fort, quoi. Ok. Et le niveau de développement en Éthiopie, moi, j'étais pas surpris personnellement parce que, je m'y connais un peu, mais je pense que pour quelqu'un qui a tout le temps passé son temps, pas forcément à dénigrer, mais à ne pas forcément s'intéresser à cette partie de l'Afrique, le jour qu'il ira là-bas, il va s'en rendre compte que, son pays même est moins développé que celui-ci. Ouais, je vois. Par exemple. Ouais. Ils ont quand même une très grande compagnie qui est Ethiopian Airlines. Il y a le siège de l'Union africaine là-bas. Oui. Ils ont leur propre langue. Bien sûr. Ils ont leur propre calendrier. C'est super de nous faire découvrir tout ça, l'Afrique, le monde, tes projets. On était sur le mot de fin, on a divergé. Oui. Donc, on peut revenir sur le mot de fin et conclure. Donc, mis à part les éloges que je t'ai fait. Merci. Ça y est. Je te remercie encore une fois de plus pour cet échange qui, j'espère, en tout cas, va édifier plus d'un. Voilà. C'était ça pour moi. Merci pour tout, Isaac. On se retrouve à la prochaine. Et tu sais, quand on était en Algérie, avec mon groupe d'amis, on s'est mis un challenge. C'est la première fois que je parle de façon publique comme ça. Et le challenge, c'est que, alors, on a créé un groupe qu'on appelait le groupe entrepreneurial. Okay. Et on s'est mis un challenge comme quoi, dans 10 ans, tous, avec nos familles, nos enfants, notre femme et tout ça, on va se retrouver au Cap-Vert. On a choisi une destination africaine. On va se retrouver au Cap-Vert pour célébrer, en fait, nos succès. Et du coup, tout le monde doit travailler pour avoir économiser assez pour se retrouver là-bas dans 10 ans. Ah, faut pas être le moins riche, hein. Ah oui, forcément, je vais tout faire pour être le plus riche d'ailleurs. Et donc là, il reste encore 7 ans. Et tout le monde est en train de construire ce projet-là. Et donc, je te dis rendez-vous dans 10 ans. On verra où on se verra. Et on verra ce que tu deviendras. Il n'y a même pas de souci. Et puis, ça rappelle cette chanson de, je crois que c'est Patrick Bruel, je sais pas. Si on se disait rendez-vous dans 10 ans. Je crois que je vais mettre ça à la fin de ce podcast. Allez, porte-toi bien et toi à la aussi, prochaine. à la prochaine. Merci. Si toi aussi, tu veux exceller dans tes études et dans ta vie en général, abonne-toi à cette chaîne YouTube et je t'invite à t'inscrire à notre lettre d'information en nous écrivant « J'aime le scribe nomade » à l'adresse email katyopatv@gmail.com KATIOPATV@gmail.com. Ainsi, tu auras la possibilité de participer au prochain podcast en live et plein d'autres avantages. Porte-toi bien, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.